Nous avons un grand frère avec nous qui va nous aider dans la deuxième session dans la communication sur le leadership collaboratif et le travail d'équipe. Et ce grand frère est actuellement le superviseur des jeunes au niveau du groupe de Edranawe. Et il est, si je ne veux pas aller dans les détails parce qu'il n'aime pas qu'on aille trop dans les détails, mais il a travaillé dans beaucoup d'organismes ou bien d'institutions internationales. Il a assez travaillé, assez d'expérience dans ces institutions. Aujourd'hui, quand on veut le présenter, se définit simplement comme un consultant en organisation, management et finance de projet. Je veux nommer le grand frère Frédéric Santos, qui, vous voyez un peu le nom, c'est le grand frère de notre président du forum. Donc, nous sommes honorés que le grand frère de notre président est parmi nous euh, ce soir pour nous entretenir sur la collaboration et le travail d'équipe. Donc, si le grand frère est là, je vais arrêter mon écran et je vais autoriser le grand frère à ouvrir son micro, sa vidéo et à partager son écran pour qu'on passe encore un bon moment ensemble. Merci beaucoup, grand frère. Et merci beaucoup, frère. Parfait. Et si vous le permettez, je souhaiterais partager mes slides, mon PowerPoint, et très rapidement, juste une minute. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Sur votre écran, vous me recevez quand même? Oui, oui, oui. Maintenant, vous pouvez le mettre en mode diapo. OK, Voilà. c'est Voilà, bon. c'est parfait. C'est OK. parfait. Merci beaucoup. Merci également au frère Parfait pour la présentation, mais avant toute chose, je voudrais adresser mes félicitations et mes encouragements à l'équipe dirigeante du Forum des jeunes professionnels, avec à sa tête le président ainsi que toute son équipe pour l'organisation de ce programme. Et je voudrais également leur exprimer toute ma gratitude pour cette opportunité qui m'est donnée en fait ce soir de participer à cette construction à travers cette thématique sur le leadership collaboratif et le travail en équipe que j'ai l'honneur d'animer ce soir. Je ne vais pas trop traîner, je vais très rapidement aller sur le vif du sujet. Et je vais, dans un premier temps, si c'est possible, sans plus tarder, placer très rapidement le contexte du thème qui nous réunit ce soir. Donc, nous voulons en fait parler du leadership collaboratif et du travail en équipe. Et pour la petite histoire, je crois savoir que sur la plateforme, il y a beaucoup qui travaillent. Et je ne sais pas si vous avez eu la malchance ou plutôt la chance de travailler dans un cadre de collaboration plutôt dysfonctionnel ou un environnement de travail qui est un peu mal organisé. Et généralement, quand on rentre dans ce genre d'organisation ou bien de structure dysfonctionnelle, la première question qui nous vient généralement à l'esprit, c'est, on se pose souvent la question de savoir s'il y a un pilote dans l'avion ou quelque part, est-ce qu'il y a comment on peut le dire, un capitaine dans le bateau ou bien un capitaine dans la barque. Ça veut tout simplement dire que dans une institution, dans une organisation ou bien dans ce qu'on peut appeler une collaboration, on a quand même des organigrammes. Et dans ces organigrammes, il y a des postes qui sont définis et à chacun de ces postes, on définit également des rôles, des fonctions et c'est le cas, par exemple, du forum des jeunes professionnels, où on a une direction exécutive qui a des postes, et à ces postes-là, on associe une personne. Et cette personne qui est associée à ce poste, normalement, on doit l'appeler le manager. Maintenant, le manager ne signifie pas que vous êtes amène ou bien vous êtes capable de pouvoir coordonner une équipe. C'est là qu'intervient la thématique fondamentale du leader. Le leader, en fait, c'est celui à travers ses actions, son aura, sa pensée, peut amener toute l'équipe à collaborer ensemble et à atteindre les objectifs. Ce qui voudra dire que
on peut avoir un manager qui n'est pas un leader et un leader n'est pas forcément un manager. On peut le retrouver à tous les niveaux d'un groupe, d'une organisation. Il suffit juste qu'il s'illustre par son aura, et sa pensée, ses idées, et puis sa capacité à pouvoir amener tout le monde à conjuguer les efforts et atteindre les objectifs. Alors, il se pose la question suivante en ce qui concerne en fait le leader. Et comment est-ce que ce dernier va accompagner ses équipes de façon efficace pour atteindre les objectifs? Ou encore, quelle est la posture que ce dernier doit adopter pour pouvoir guider les équipes et à terme, c'est-à-dire à atteindre les objectifs? C'est les questions fondamentales qu'on se pose en tant que leader, non pas en tant que manager. Et c'est certainement la question que beaucoup d'entre vous doivent se poser ce soir. Quelle est en fait euh, la posture que je dois adopter, quelle est en fait la manière dont je dois me comporter, quelle est en fait la manière dont je dois accompagner mes équipes pour atteindre les objectifs qui sont assignés. Donc, ce sera aussi ce soir l'objet de notre étude et ce ne sera pas un cours magistral qu'on est en train de donner, mais je pars sur le fait que nous allons échanger pour pouvoir trouver ici ce qui est le plus approprié. Alors, et nous allons plutôt certes parler du leadership, mais nous allons parler beaucoup plus d'un leadership ce soir, c'est celui du leadership collaboratif. Vous savez, le monde, il a été géré par différents modes ou styles de leadership. Nous pouvons avoir le style directif, le style visionnaire, le style chef d'équipe, le style coach, le style participatif. Mais au fil du temps, nous sommes parvenus à un autre style qui est le style collaboratif que nous allons voir ce soir en voyant comment est-ce que ça positionne le leader au sein d'une équipe, ça positionne le leader au sein d'une organisation plutôt. Donc, très rapidement, pour pouvoir élucider un peu ce terme, nous allons progressivement aller point par point. Et le premier point que nous allons voir, c'est qu'est-ce que c'est que fondamentalement le leadership collaboratif et pourquoi le choix de ce modèle à l'heure où nous sommes. Et au-delà de ce que nous allons voir, pourquoi le choix de ce modèle, nous allons également voir ici comment est-ce que nous pouvons opérer une transition du modèle de style que nous avons actuellement vers ce style de leadership collaboratif. Et ensuite, nous tous ensemble, nous allons apprécier un peu quels sont les outils ou bien quelles sont les méthodes qu'on peut mettre en place dans ce leadership collaboratif pour pouvoir atteindre les objectifs et également quelles sont les méthodes de travail qui peuvent être associées à ce leadership-là pour le rendre beaucoup plus efficace. Donc, voilà un peu. Et je voudrais commencer cette présentation par parler du leadership collaboratif dans un premier temps en illustrant tout ça là par un certain nombre d'histoires que nous retrouvons dans la Bible. Mais avant d'y venir, je disais tantôt que il n'existait pas, ou plutôt il n'existe pas une seule forme de leadership. Nous en avons plusieurs. Et les études ont permis d'en distinguer fondamentalement six. Et nous avons en fait le style directif, que beaucoup connaissent déjà, et le style visionnaire, que certains ont peut-être expérimenté, ou encore le style participatif. Et dans sa forme la plus évoluée, on a eu le style chef de file, et puis après, nous avons eu le style coach. Et enfin, nous sommes parvenus au style collaboratif qui aujourd'hui constitue ce qu'on peut appeler un modèle à part, qui s'illustre surtout par la mise en avant du collectif. Et quand nous regardons un peu les histoires bibliques, il y a deux histoires fondamentales que j'ai essayé de retenir dans la Bible qui illustrent un tant soit peu ce concept moderne de leadership collaboratif et de travail en équipe. Et la première histoire, là, elle concerne celle de Moïse et la gestion des affaires courantes en Israël. Si nous nous souvenons très bien, quand nous considérons le livre d'Exode 18, des versets 13 à 27, nous voyons là que Moïse a été conseillé par son beau-père, qui n'est tout autre que Jéthro, qui lui a suggéré à un moment donné de déléguer un certain nombre de personnes, un certain nombre d'hommes compétents. Il faudrait que je précise cela, de déléguer d'abord un certain nombre de responsabilités pour mieux gérer le peuple. Et il a en fait suggéré qu'il choisisse des hommes compétents, qu'il choisisse
des hommes intègres, qu'il choisisse des hommes qui craignent Dieu pour mettre à la tête du peuple et pour pouvoir régler donc les affaires courantes, ce qui aurait permis donc à Moïse de s'occuper beaucoup plus des questions les plus importantes et les plus complexes. Et donc, quand nous regardons un peu cette histoire, nous nous rendons donc compte que cette histoire ressort un certain nombre d'idées. La première idée que nous voyons, c'est l'idée de la délégation. Et la deuxième idée que nous voyons, c'est l'idée de la collaboration. Et la troisième idée que nous voyons, c'est l'idée de la décentralisation des responsabilités pour une meilleure gestion des affaires courantes au niveau de la communauté israélienne à l'époque. Et donc, nous voyons que là-bas, nous avons un style de leadership collaboratif qui a été observé dans la construction du peuple d'Israël. Dans la deuxième histoire que je voudrais vous présenter également, là aussi, on retrouve le style de leadership collaboratif qui est également observé. Et c'est toujours dans le livre d'Exode, et dans l'Exode 31, les versets 1 au verset 11, et on retrouve également la même histoire dans le livre de Deutéronome. Et ça concerne quoi? En fait, ça concerne la construction de l'arche de l'Alliance. Et là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? On a constaté que le Dieu Tout-Puissant que nous adorons a donné des instructions précises à Moïse en ce qui concerne la construction de cette arche-là. Mais en même temps qu'il lui donnait des instructions précises, il lui a également désigné un certain nombre d'artisans compétents, d'abord, à l'instar de Betsalil plutôt, et ensuite Oliab. Ces deux, il les avait désignés parce qu'ils étaient des artisans compétents. Ils disposaient de l'art pour pouvoir apporter leur pierre à la construction de cette œuvre-là. Et donc, ces personnes étaient chargées de l'aider également dans la supervision et dans la réalisation de ce projet. Et donc, dans cette deuxième forme d'histoire, nous constatons également qu'il y a un aspect qui est relevé, la compétence individuelle. D'abord, qui concerne Betsalil et puis Oliab. Ensuite, nous avons qu'il leur a été délégué un certain nombre de tâches. Un certain nombre de tâches leur a été délégué, c'est-à-dire qu'il y a certains qui devaient s'occuper des matériaux, ainsi de suite, ainsi de suite. Et également que chacun d'entre eux, y compris Moïse lui-même, et ces personnes-là qui lui ont été déléguées, ils devaient contribuer ensemble à la réalisation de l'objectif commun. Donc, vous conviendrez avec moi que ces récits bibliques soulignent des principes clés de travail en équipe, des principes clés de délégation, des principes clés de gestion collaborative, et qui sont en fait des aspects clés que nous retrouvons aujourd'hui dans le management moderne. Et ce management moderne est vraiment réalisé par le leadership collaboratif. Et donc, nous avons là l'idée que le succès d'une organisation, le succès d'un groupe, ou bien le succès d'un projet, ou bien le succès encore d'une communauté dépend souvent de la capacité de personnes à mettre en conjugaison leurs connaissances, à mettre en conjugaison leurs compétences, à partager des responsabilités et, pour concourir à l'atteinte d'un certain nombre d'objectifs. Voilà donc les histoires bibliques que nous avons vues. Mais maintenant, ces récits bibliques-là illustrent parfaitement le leadership collaboratif, comme je viens de le dire, mais cela se détache un peu des, des styles de leadership que j'avais cités auparavant, notamment le style directif et les quatre autres qui ont suivi, le participatif, le visionnaire, le chef de file et puis le coach. Et cela voudra dire que le leadership collaboratif est un modèle à part, un modèle qui s'est constitué au fil du temps et qui s'est en fait établi surtout avec la pandémie de la COVID-19, qui a consisté à ce que les gens puissent travailler de façon éparse à des endroits différents, mais en même temps à pouvoir collaborer pour pouvoir atteindre les objectifs. Et donc, cela implique que dans le leadership collaboratif, on puisse avoir un certain nombre d'attitudes, qu'on puisse avoir un certain nombre d'approches, on puisse avoir un certain nombre de comportements ou qu'on puisse avoir un certain nombre de qualités. La première qualité qu'il est fondamental d'avoir dans un leadership collaboratif, c'est celui de l'ouverture d'esprit et de curiosité. Celui de l'ouverture d'esprit et de curiosité. En fait, qu'est-ce que nous pouvons entendre par un esprit d'ouverture et de curiosité? Ça implique en fait de laisser les membres de l'équipe exprimer leurs idées librement. Et dans un style directif, vous ne retrouverez pas cela. C'est qu'il y a quelqu'un qui donne des ordres et qui s'attend à ce que
tout le monde l'exécute sans pour autant demander à comprendre ou bien sans pour autant demander à savoir où est-ce que cet ordre-là nous mène. Et donc, il faut donc que le leader qui veut adopter le leadership comment on appelle un collaboratif dispose de la valeur d'écoute, de la valeur d'écoute et qu'il ait la capacité de respecter les opinions divergentes. Et donc, quand vous donnez cette capacité aux gens de pouvoir s'exprimer librement, c'est que vous devez respecter également leurs idées, vous devez les écouter. Et donc, l'ouverture d'esprit et de curiosité, elle est fondamentale dans un leadership collaboratif. Le deuxième esprit que nous devons développer dans un leadership collaboratif, c'est celui de l'humilité. Hein, c'est une caractéristique qu'on ne retrouve absolument pas dans le leadership directif. Et c'est ce qui a contraint à aller progressivement vers ce leadership collaboratif au fil des années. Donc, avec le leadership collaboratif, vous êtes obligé d'avoir cette capacité d'humilité. Parce que, pourquoi? Vous serez cette personne-là qui doit jouer le rôle de facilitateur au sein du groupe. Vous serez cette personne-là qui doit jouer le rôle de chef d'orchestre. C'est comme si c'est cette personne-là qui, au moment de faire jouer une musique, se tient là devant un certain nombre de personnes, attribue un certain nombre de responsabilités, ceux qui doivent jouer l'orgue, ceux qui doivent jouer la flûte, ainsi de suite, avec des notes appropriées et la conjugaison de tous ces éléments par le facilitateur qui lance la baguette parvient maintenant à pouvoir donner une mélodie qui est audible à tout le monde. Et donc, le leadership collaboratif doit se distinguer davantage par le fait qu'il considère ses collaborateurs ou bien qu'il considère les membres de l'équipe comme étant des pairs et non des subalternes. Quand vous considérez les gens comme étant des subalternes dans un leadership collaboratif, vous allez appliquer ce qu'on appelle le style directif. Vous n'allez pas appliquer le style collaboratif. Et donc, la troisième chose, c'est quoi? C'est l'esprit de confiance. Je dis l'esprit de confiance, disons plutôt la confiance. C'est-à-dire que le modèle de leadership collaboratif, il n'a pas besoin de tout régenter. Il n'a pas besoin de tout contrôler à tous les niveaux. Et le I doit être contrôlé, le O doit être contrôlé, le A doit être contrôlé. Supposez un tout petit peu qu'on utilise un leadership collaboratif dans un environnement de la pandémie de la COVID-19 où nous avons passé la majorité de notre temps à la maison et qu'il faut obligatoirement toujours atteindre les objectifs qui sont assignés au cours de l'année. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Et donc, vous devez avoir cet esprit de confiance-là, vous devez avoir cette confiance-là en ce que vous êtes en train de gérer, de gouverner, de diriger. Et donc, vous leur donnez en ce moment la liberté et la capacité de se prendre en charge et de vous produire surtout des résultats. Et donc, vous les amenez, vous devez avoir cette capacité à voir des gens comme s'ils sont capables de pouvoir travailler de façon autonome. Le quatrième état d'esprit qu'on doit développer dans un leadership collaboratif, c'est fondamentalement d'avoir l'intelligence relationnelle. On n'attend pas l'intelligence relationnelle, l'intelligence émotionnelle également. En fait, quand on parle d'intelligence émotionnelle ou bien relationnelle, ça consiste à valoriser l'individu, à valoriser les individus, à valoriser les personnes avec lesquelles on travaille. Et pour y arriver, on doit développer ce qu'on appelle l'empathie. Et développer l'empathie doit se faire à deux niveaux précis. On doit développer l'empathie vis-à-vis de la dynamique du groupe et on doit développer également l'empathie vis-à-vis de l'individu qu'on est en train de gérer. Et donc, vous travaillez sur la dynamique du groupe. Ce qui veut dire que quoi? Vous avez un groupe qui a imprimé un rythme de travail, un rythme de fonctionnement. Il se peut qu'il y ait des individus dans ce groupe-là qui n'arrivent pas vraiment à suivre la dynamique. Et dans ce cas d'espèce, vous devenez en quelque sorte cette personne-là qui devient le coach et qui fait tout pour ramener ceux qui sont en train de traîner le groupe par derrière, vous essayez de les amener dans la dynamique, vous les repositionnez dans la dynamique. Donc, c'est un peu comme vous faites un travail de nivellement vers le haut, mais tout en prenant soin de ne pas brimer, de ne pas détruire la psychologie, la mentalité ou bien de ne pas frustrer ceux qui se trouvent dedans. Donc, cela requiert donc de la part du leader en question de pouvoir avoir la capacité d'arbitrage, la capacité d'équilibrage et la capacité à avoir une stabilité émotionnelle. Cette personne-là ne verse pas très rapidement dans les situations
de peur à prendre des décisions qui seront nocives pour le groupe. Donc voilà les 4 états d'esprit que le leader qui veut employer le leadership collaboratif doit avoir et appliquer au sein de son groupe. Alors, la question de savoir pourquoi donc le leadership, c'est ce que nous allons voir. Le leadership collaboratif est arrivé parce qu'au fil des années, il y a eu des évolutions. Le monde a évolué, les comportements ont évolué, la manière de faire a évolué également. Et donc, les styles qui existaient également ont connu une évolution dans le temps. À une époque donnée, on pouvait utiliser le style directif. Aujourd'hui, même dans nos familles, avec nos enfants, c'est beaucoup plus compliqué d'utiliser le style directif, dans ce sens que nous utilisons ce que nous appelons aujourd'hui même le leadership collaboratif. Si vous voulez appliquer le leadership directif à votre fils, ce dernier, n'oublions pas qu'il est en train de regarder la télévision. Ce dernier, n'oublions pas qu'il est connecté aux réseaux sociaux. Ce dernier, n'oublions pas qu'il est dans ce qu'on peut appeler dans la mondialisation, la globalisation. Il a des informations, etc., etc. Et donc, si vous appliquez le lien directif, cet enfant qui est avec vous à la maison, à un moment donné, ce qui se passe, c'est qu'il est frustré, il ne comprend pas vos décisions, etc., etc. Par contre, le leadership collaboratif, si est bien. C'est pour dire ici que le monde également a évolué dans ce sens-là, où nous sommes arrivés à un point où les gens ont besoin de comprendre le sens de ce qu'ils sont en train de faire, le pourquoi ils sont en train de faire quelque chose. Et donc, quand nous prenons le leadership directif, qui connaît un certain nombre de failles, nous constatons que le leadership directif ne permet pas la créativité. Et en plus de cela, comme je l'ai dit tantôt, ça génère beaucoup de frustration, beaucoup de frustration. Et parce que les gens sont frustrés, ils deviennent de plus en plus moins impliqués dans la réalisation des projets, à accompagner une dynamique, ils deviennent automatiquement moins impliqués. Parce que cette évolution était croissante, le style directif ne pouvant plus tenir, nous avons eu à un moment donné le style visionnaire, c'est-à-dire vous avez quelqu'un qui a une vision donnée et qui, quelque part, essaie de communiquer sa vision aux uns aux autres. Sauf que quand il communique sa vision, il oublie de donner des responsabilités pour que les gens l'accompagnent. Il donne encore des ordres. C'est-à-dire que c'est lui qui a la vision, il vous l'explique, mais il continue toujours pas à vous donner des ordres. Ce qui veut dire que quoi? Cela ne met pas l'humain au centre de l'organisation. Ça limite également le temps d'attention que nous accordons à nos collaborateurs, le temps d'attention que nous accordons à ceux qui travaillent avec nous. Nous avons également le style participatif qui est né, parce que le style visionnaire ne fonctionnait pas, le style participatif est né, et donc ça donnait ici la liberté à tout le monde de s'exprimer, de donner ses idées, de donner sa pensée, mais le problème c'est que quand vous avez un style participatif et qu'il n'y a pas un leader au milieu, du groupe, au milieu de l'organisation, vous vous rendez compte qu'à un moment donné, ça ronronne. On ne va pas à l'action, on ne prend pas des décisions, etc., etc. Donc, on fait ce qu'on appelle du surplace et on n'avance pas. Alors, c'est de là qu'est né le style chef de file, c'est-à-dire que vous êtes là quand même, vous donnez vos idées, et puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui est là, qui conduit la masse. C'est un peu le style que les opposants utilisent généralement, le style chef de file. Malheureusement, le style chef de file met seulement en lumière une personne, celui qui est le chef de file. Vous voyez un peu à l'Assemblée nationale, vous pouvez avoir plusieurs partis politiques, mais on va dire que c'est le chef de file de l'opposition. Et c'est le chef de file de l'opposition qui bénéficie de tous les avantages, qui bénéficie de toute la lumière, qui bénéficie de tout ce qu'il faut. Les autres sont oubliés, si quand bien même, quelque part, ils travaillent. Je crois que tout homme qui travaille a besoin quand même d'avoir un peu de lumière, qu'on lui fasse au moins de la reconnaissance. Et c'est là qu'est né ensuite le style du coaching. Le style du coaching, on s'est rendu compte qu'il est chronophage parce que quoi? Le coaching, c'est quoi? C'est que ça prend du temps. Vous avez beaucoup de personnes que vous êtes en train d'encadrer et il se fait que vous êtes en train d'avancer, mais vous êtes à un moment donné obligé de consacrer beaucoup trop de temps à une personne ou bien à deux personnes pour les ramener très rapidement à niveau. C'est un peu comme les équipes de football. Et quand vous avez une équipe de football, et vous avez des individus, vous avez des joueurs qui peut-être ne sont pas prolifiques sur l'aile gauche, ne sont pas prolifiques à la défense, parce que c'est très chronophage et qu'on n'a pas le temps de capaciter ces personnes-là jusqu'à monter. Qu'est-ce qu'on fait? Très rapidement, on va très rapidement acheter de nouveaux joueurs pour pouvoir étoffer l'effectif et puis
pour pouvoir suppléer ce poste-là et permettre à l'équipe de pouvoir bien tourner. C'est d'ailleurs ce que le Real Madrid fait très bien et il a gagné 3 Ligues des Champions d'affilée. Ça, c'est une pique que j'envoie indirectement à ceux qui sont supporters du Barça sur la plateforme que je reconnais parmi les participants. Et c'est là que nous sommes tombés avec le temps vers le leadership collaboratif qui, de nos jours, en fonction des évolutions dans le monde professionnel, s'est implémenté parce que les gens sont en quête de sens. Hein, ils sont en quête d'agilité. Hein, ils sont en quête de visibilité. Et donc, cela, le leadership collaboratif met ensemble toutes ces capacités-là, c'est-à-dire donner du sens à ce qui est en train de faire. Et ça permet également l'agilité, c'est-à-dire que dans le leadership collaboratif, ce n'est pas statique. On peut à tout moment moduler très rapidement les objectifs, motiver les équipes et aller vers l'atteinte de ces objectifs. Et cela permet également de pouvoir rendre autonomes les équipes et les amener très rapidement à la croissance. Parce que dans le leadership collaboratif, vous partagez régulièrement, vous partagez beaucoup, vous échangez beaucoup, et cela permet à ceux qui ne sont pas à niveau d'apprendre très rapidement et de se mettre au même niveau que les autres. Donc, voilà un peu le leadership collaboratif qui a l'avantage d'intégrer ce nouveau paradigme-là et qui modifie significativement les relations que le leader entretient avec chacun des membres de son équipe et l'équipe elle-même. Voilà. Donc, je souhaiterais qu'on regarde un tout petit peu aussi ce qui est des avantages du leadership collaboratif pour voir en quoi est-ce qu'il est important de l'utiliser, en quoi est-ce qu'il nous arrange en ces moments. Donc, vous verrez que quand vous adoptez le style de management collaboratif, vous verrez que ça va susciter beaucoup plus d'engagement au sein des équipes. Et parce que pourquoi? Parce que l'individu se sent avoir du sens dans ce qu'il est en train de faire. Il sent qu'il contribue réellement à l'atteinte des objectifs. Il sent qu'il renforce significativement et qui contribue à l'atteinte des objectifs. Il sent également qu'il appartient en fait à un groupe, il appartient à une corporation, il appartient à une association et le fait d'appartenir à cette association, le fait d'apporter ce qu'il a également, ses compétences et autres-là, fait que cette personne ressent un bien-être professionnel. Et cela apporte de l'amélioration dans sa motivation, ça apporte également de l'amélioration dans son implication. Donc, quand vous avez un groupe, il est fondamental d'aller vers le leadership collaboratif pour avoir l'engagement de vos équipes. Le deuxième élément que nous devons voir ici, c'est que ça apporte le gain de temps à l'ensemble de l'équipe. Pourquoi je dis cela? C'est que en améliorant le niveau d'engagement de vos équipes, vous augmentez automatiquement la productivité. Et donc, parce que vous augmentez la productivité, vous évitez quelque part aussi ce qu'on appelle le turnover. Le turnover, c'est le risque que nous avons généralement dans les entreprises ou bien dans les organisations dysfonctionnelles à avoir les gens démissionner très régulièrement. Vous voyez, les gens ne se ressentant pas dans la structure, ne se ressentant pas dans le groupe, ils démissionnent et puis ils vont se chercher ailleurs. Et donc, dans les structures où il n'y a pas ce leadership collaboratif, il y a ces dysfonctionnements systématiquement, il y a le turnover qui est excessivement élevé. Et donc, je disais que ça apporte un gain à l'équipe dans son ensemble, un gain au niveau de l'innovation. Quand vous donnez la possibilité aux équipes de pouvoir apporter leurs idées, de pouvoir avoir la liberté dans l'expression, c'est que vous créez une opportunité de libérer l'intelligence collective. Et l'intelligence collective, elle est libérée seulement quand les gens apportent de nouvelles idées. Et ces nouvelles idées vous permettent en fait de trouver des solutions aux problèmes. En tant que leadership, si vous prenez le leader qui est directif, il pense tout savoir, mais en fait, les solutions qu'il apporte peut-être au problème ne résout pas forcément ce problème-là et ces problèmes-là perdurent. Par contre, quand vous avez le leadership collaboratif où vous organisez des séances de travail, vous permettez aux gens d'apporter des idées de partager des idées sur un certain nombre d'activités, ils apportent des solutions à des problèmes pour lesquels vous n'avez peut-être pas trouvé des solutions par le passé. La troisième chose, c'est que le style collaboratif est un style très adapté au télétravail. Je vous assure que c'est extrêmement adapté. Il me souvient encore en 2020, quand nous étions dans une structure,
Euh, c'est une institution, comme l'a dit le frère Parfait tout à l'heure, internationale. Nous avons passé 7 mois pleins à la maison. Nous n'allions pas au bureau. Nous étions tout le temps à la maison et nos dirigeants à l'époque avaient pris soin de nous mettre Internet à la maison qu'ils payaient et ils avaient mis tout ce qu'il fallait quand même pour que nous puissions travailler depuis nos maisons. Et pour la petite histoire, les équipes dialoguaient beaucoup, on partageait beaucoup, on avait toujours continué par travailler de façon collaborative. Il y avait que nos dirigeants avaient confiance en nous. Ils avaient vraiment confiance en nous parce que travailler en télétravail et fonctionner en télétravail, c'est que vous n'avez plus de contrôle sur vos effectifs, vous n'avez plus de contrôle sur vos collaborateurs et donc vous leur faites excessivement confiance en leur affectant des responsabilités, des objectifs à atteindre. Et ma foi, l'année là, quand nous étions partis en mars et que nous sommes revenus en septembre 2020 au bureau, en septembre, nous avions atteint 95% de nos objectifs, ce que nous n'avons jamais atteint à l'époque au PNUD. En septembre, on était autour de 60-70%. Et là, nous étions revenus, nous avions atteint 95%. Et on avait demandé, on avait revu quand même notre plan de travail qui avait explosé. Et nous l'avons encore dépassé en fin d'année. Et c'est une méthode de travail qui s'est implémentée finalement au niveau de l'institution au point où nous avions eu des emplois du temps aménagés. On pouvait demander à rester à la maison et travailler pour peu que nous travaillions pour pouvoir atteindre les objectifs qui nous étaient fixés. Et dans un climat de confiance, c'est quelque chose qui se réalise aisément. Alors, tel que nous l'avons expliqué, le leadership collaboratif, s'il sied à plusieurs personnes et que nous estimons que ces avantages sont vraiment réels et que cela peut changer la dynamique du groupe, apporter de l'engagement, apporter un gain à l'équipe, il faudrait quand même que nous puissions opérer ce que nous appelons la transition. Peut-être que le leadership que vous adoptez actuellement en fonction de votre expérience peut être un style directif ou bien les 5 styles que j'ai essayé d'énumérer tout à l'heure. Et donc, pour opérer une transition, il faut quand même que ça se fasse d'une certaine façon pour que ça se réalise effectivement. Ce que je vais proposer tout à l'heure ne sont que des suggestions. Ce ne sont que des suggestions. Elles peuvent être améliorées également au regard du groupe qu'on a, des personnes que nous sommes en train de leader, des personnes que nous sommes en train de diriger. Et donc, la première des choses qu'on peut faire dans un premier temps, ce qu'on peut faire, c'est de rassembler les équipes et aider chacun à comprendre son rôle. Vous voyez, quand l'équipe que vous êtes en train de gérer, les personnes que vous êtes en train de gérer ne comprennent pas le rôle qu'ils sont en train de jouer dans la corporation, ne comprennent pas le rôle qu'ils sont en train de jouer dans l'organisation, ne comprennent pas le rôle qu'ils sont en train de jouer dans le groupe, c'est qu'ils ne sauront pas quoi faire également pour accompagner le groupe. Et ce travail-là doit se faire à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est que ça doit se faire au niveau du groupe. Hein, c'est de rassembler le groupe, de leur donner la vision du groupe, les objectifs qu'on voudrait atteindre, là où on veut aller et ce qu'on veut être dans 3 mois, dans 5 mois, dans 6 mois. Il faudrait que les uns et les autres comprennent. Et maintenant, que chacun connaisse au fait ses responsabilités dans ce schéma-là. Maintenant, un deuxième niveau de travail doit être fait quand vous rassemblez les équipes, c'est que vous travaillez maintenant sur l'individu. L'individu qui comprend ses responsabilités doit également savoir comment est-ce que vous souhaiteriez qu'il atteigne les objectifs qui sont liés à sa responsabilité ou à son poste. Donc, en gros, vous devez être capable de faire comprendre à vos équipes la vision, leur faire comprendre également la partition qu'ils vont jouer et pour que le rendu soit audible à tous. Ensuite, vous devez en même temps organiser ces équipes-là. Et en les organisant, vous devez arriver à tenir de façon régulière de courtes réunions. Je dis bien de courtes réunions parce que les longues réunions n'ont jamais été productives. Et les courtes réunions permettent d'avoir l'essentiel et ça crée également des moments de convivialité. Ça crée des moments de convivialité. Et si vous n'en avez pas, il est fondamental que vous soyez capable d'en créer au sein de vos équipes. Vous verrez qu'au fil du temps, les équipes commenceront à trouver du sens au projet que vous êtes en train de réaliser
et à exprimer tout leur potentiel. C'est ça. Vous travaillez sur le groupe, vous travaillez sur les individus, vous leur faites comprendre la vision, vous leur faites comprendre leur rôle et leurs responsabilités dans le dispositif, vous leur faites comprendre et vous leur faites connaître également leurs objectifs. Vous discutez également en B2B avec eux pour voir comment est-ce qu'ils espèrent, ils veulent bien atteindre ces objectifs qui leur sont fixés, comment est-ce qu'ils veulent embrasser ces responsabilités. Vous discutez de cela avec eux, vous essayez d'améliorer avec eux et je crois que dans un premier temps, vous arrivez maintenant à enrôler le groupe. Maintenant, dans un deuxième temps, vous faites des réunions régulières, mais des réunions courtes sur les activités, les projets que vous êtes en train de faire. De sorte que les réunions courtes créent rapidement un groupe. Les réunions courtes et régulières créent rapidement un environnement convivial. Et vous-même, vous devez également créer de ces environnements conviviaux, de ces moments conviviaux de partage pour souder le groupe, consolider le groupe. Et vous verrez que, comme je l'ai dit tantôt, les gens commenceront pas à trouver du sens au projet parce qu'ils savent le rôle qu'ils doivent jouer et où doivent normalement aller. Et il y aura également cette capacité à exprimer tout leur potentiel. En deuxième lieu, ce que vous devez faire, c'est que vous devez déléguer des tâches. Je dis plutôt des tâches. Vous devez plutôt déléguer des résultats et pas des tâches. Vous voyez, dans un style directif, on délègue très souvent des tâches. Fais-moi ci. Et je vous donne un petit exemple. Euh, nous sommes en train, je voudrais organiser un forum, comme vous êtes en train de l'organiser en présentiel. Et puis, je demande à celui qui est chargé de la logistique, assure-toi de nous mettre en place juste 30 chaises. Alors qu'une réunion, pour l'organiser, il y a un certain nombre de choses que vous tenez en compte. Quel type de réunion vous voulez organiser? Comment est-ce que vous voulez que la réunion soit adressée? La cible et tout cela. En fonction de la façon dont vous voulez que la réunion soit adressée, c'est en fonction de la façon, c'est en fonction que vous disposez les chaises. Il y a les chaises que vous disposez, par exemple, en mode spectacle, où on dispose les chaises en nu. Et tout dépend du type de message que vous voulez faire passer. Alors, ce responsable logistique à qui vous demandez de vous mettre, de disposer les chaises, si vous ne lui expliquez pas, dans un premier temps, la vision de cette réunion, les objectifs que vous entendez de cette réunion, il viendra avec les chaises et il les disposera tel qu'il le souhaite ou bien tel qu'il le pense sans pour autant comprendre. Ça, c'est que vous avez délégué des tâches. Mais quand vous déléguez des résultats, c'est que le résultat dit, je veux que vous me fassiez venir des chaises qui me permettront de tenir une réunion dans ce cadre-là. Ce dernier comprend qu'il vous amène des chaises et qu'il doit les disposer en nu plutôt qu'en spectacle. Et donc, pour pouvoir arriver à cet exercice, c'est que vous devez être en mesure également de, de mettre en place ce qu'on appelle des OKR, des Objective Key Results. C'est des nouvelles méthodes d'organisation des équipes. Bon, je crois savoir que demain, vous allez en discuter. Je ne sais pas si ça fera partie de, de la communication que vous aurez demain, mais est-il que cela permet de passer un message clair aux équipes? Les messages sont très clairs. Ces messages sont disposés à permettre aux gens de s'exprimer librement, de comprendre et d'avoir beaucoup de performance dans leurs activités ou dans la responsabilité qu'il a assignée. Et donc, voilà un peu ce qu'il faut faire. Le troisième élément que je souhaiterais que vous fassiez, que je suggère que vous fassiez pour faire cette transition vers le leadership collaboratif, c'est d'apprendre à cultiver le partage et les échanges. Et nous, les Noirs, et particulièrement les Togolais, nous n'avons pas vraiment cette culture-là. Cette culture, nous ne l'avons pas par méfiance des uns et des autres. Nous devons dépasser ce seuil-là et aller vers la culture et le partage des échanges. J'ai eu la chance, la grâce vraiment de pouvoir vivre la culture du partage des échanges. Et je dirais que les Blancs sont très, très habitués à cette pratique-là. C'est très répandu dans leur méthode de travail. Et ils le font de façon formelle comme informelle. Quand ils ont des responsabilités, ils n'hésitent pas à les partager avec leurs collègues, leurs collaborateurs, et autour d'un petit café informel ou bien autour d'une réunion, une petite réunion très courte là, ils n'hésitent pas à en discuter. Et quand ils en discutent,
très naturellement, il n'y a que ceux qui partagent cela avec lui, ou bien cette personne-là, apportent des idées et ça permet à ce dernier également de recueillir des idées, de recueillir des avis, et d'avoir des solutions à des problèmes qu'il n'arrivait pas à résoudre depuis bon nombre d'années. Et donc, la culture du partage et de l'échange est très fondamentale. On peut décider tout à l'heure de faire une activité, un programme spécial et on affecte des responsabilités à différents responsables. Vous pouvez avoir le chargé de communication, le chargé logistique, les chargés tel, mais il est très important, par exemple, au chargé de communication de discuter un peu avec le chargé logistique pour dire, bon, en fait, j'ai eu telle responsabilité, mais bon, qu'est-ce que tu en penses? Comment tu penses que nous pouvons régler ce pour on peut le faire? Donne-moi quelques idées avec deux, trois personnes comme ça, vous recevez un certain nombre d'informations qui vous permettent d'aller même d'être très efficace dans votre travail. Mais bon, je ne sais pas, mais je vais aller très rapidement. Je vais toucher très rapidement la manière dont on peut déployer la performance à travers les OKR, les Objective Key Results, comme je viens tout à l'heure de l'annoncer. En fait, pour pouvoir déployer les Objective Key Results, on a besoin de comprendre trois choses. Les objectifs regionaux, je l'ai dit tantôt, ça génère beaucoup l'engagement de la part des équipes. C'est-à-dire quoi? Le travail ne consiste pas en fait à exécuter des tâches à l'aveugle. C'est fondamental que les gens comprennent là où ce qu'ils doivent faire doit leur mener. Et donc, qu'il ne doit pas avoir une dissonance cognitive. Et pour qu'il n'y ait pas une dissonance cognitive, il faudrait que les gens comprennent les objectifs qui leur sont assignés, les objectifs qu'ils doivent normalement atteindre. Et le plus gros atout, c'est que pour pouvoir mettre en place les objectifs qui résultent, généralement, il est conseillé que ce soit des objectifs trimestriels. Vous savez, je prends le forum des jeunes professionnels, il y a la direction exécutive qui va énoncer forcément des objectifs annuels. Il va énoncer des objectifs annuels, mais il est fondamental que tous les départements comprennent la communication, les différents départements que vous avez au niveau du forum. Chacun, au niveau de chacun de ces départements, il faudrait que les départements fixent des objectifs et des résultats clés au niveau de leur département. Et ces objectifs-là doivent être disséqués trimestriellement. Et ces objectifs-là, ils ne sont pas statiques. Ils sont modulables, très rapidement modulables. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous êtes en train d'avancer, que vous tenez des réunions, vous pouvez vous rendre compte que l'objectif que vous avez, vous vous êtes signifié, ne peut pas être atteint ou bien la manière dont vous êtes en train de fonctionner ne pourra pas vous permettre d'atteindre cet objectif ou bien cet objectif a besoin d'être revisité ou bien d'être remodelé. Donc, c'est un exercice qui est à court terme, mais qui est automatiquement modulable. Ce qui diffère un peu des objectifs SMART qu'on retrouve souvent dans les objectifs spécifiques. Généralement, ce sont des objectifs qui sont statiques qu'on ne module pas au cours de l'année. Par contre, les objectifs qui résolvent sont modulables au cours de l'année et ça permet d'atteindre l'objectif annuel qu'on vous a fixé à un moment donné. Et ensuite, il faut comprendre que les OKR ou bien les objectifs qui résultent ne doivent pas être nombreux. Vous pouvez en fixer deux, trois même, c'est trop. Deux, c'est suffisant. Et le second élément que nous devons savoir, c'est que ce doit être des objectifs qui sont plutôt qualitatifs que quantitatifs. Quand c'est quantitatif, ça se réfère beaucoup plus aux objectifs SMART et c'est beaucoup plus lié aux indicateurs. Alors, je donne un exemple. Et on peut décider, par exemple, que cette année, nous allons tout faire pour que nos clients trouvent satisfaction auprès de notre structure. C'est-à-dire, si vous prenez une structure commerciale, c'est de définir cela de façon qualitative. Mais sur un plan quantitatif, on peut dire, cette année, nous voudrions passer d'un portefeuille de 10 clients à 15 clients. Or, on sait très bien que pour qu'on puisse passer du portefeuille de 10 clients à 15 clients, il faudrait que le client trouve une satisfaction dans les services que nous leur donnons. Je vais prendre un autre exemple qui cadre un peu plus avec la communication. Et on peut décider, par exemple, que
et on veut faire une page d'inscription, une page d'accueil d'inscription sur le site web du Forum des jeunes professionnels. Plutôt que de dire que nous attendons, comment l'appelle-t-on, 20 inscriptions sur la plateforme d'accueil du Forum des jeunes professionnels, le objectif K-Result dira plutôt que nous, nous allons mettre en place une plateforme d'accueil qui, plutôt que d'avoir 5 étapes qui conduisent à l'inscription, nous allons avoir 2 ou 3 étapes seulement. Vous comprendrez que quelqu'un qui veut aller s'inscrire sur une plateforme et qu'il doit passer 5 étapes, il le trouvera long. À un moment donné, il abandonne. Vous n'aurez pas ces inscriptions. Et donc, l'objectif vous dira, nous allons faire plutôt 2 étapes pour permettre que les gens, et cela permettra en fait de pouvoir atteindre les objectifs clés qu'on se fixait. Donc, c'est pour vous donner un tout petit peu l'idée sur la façon dont on établit les objectifs K-Result pour permettre aux gens d'être engagés, d'être dynamiques dans sa réalisation et de vous montrer également comment est-ce qu'il peut devenir très rapidement modulable. Le second élément, c'est que vous devez être capable de suivre les résultats et de les ajuster. Donc, l'un des gros problèmes, en fait, l'un des gros atouts de la technique réside en fait dans la possibilité, comme je l'ai dit tantôt, d'ajuster la stratégie d'exécution et de la manière dont nous avons, pardon, d'ajuster la stratégie d'exécution des objectifs qui résultent. Et en même temps, nous devons mettre en place les éléments nécessaires qui permettent de pouvoir collecter les données pour pouvoir évaluer et donc ces objectifs qui résultent ou bien les résultats que nous nous sommes fixés. Et donc, si vous avez les objectifs qui résultent et que vous ne mettez pas en place les éléments de collecte de données, de suivi et d'évaluation et d'ajustement, cela voudra dire que vous n'implémentez pas les objectifs qui résultent, vous allez rester dans une forme de statique. Une forme statique, vous ne serez pas modulable, vous ne serez pas agile. Or, les objectifs qui résultent permettent d'avoir de l'agilité dans la mise en œuvre de nos projets, de nos activités et autres. Donc, ça demande que nous ayons de la transparence parce que vous serez obligé de communiquer avec vos équipes pour fixer ces objectifs-là. Ça demande d'avoir de la collaboration également pour comprendre et discuter avec les équipes pour pouvoir fixer ces objectifs-là qui seront quand même mesurables à un moment donné. Et ça demande également une approche itérative parce que ça ne se fera pas dans le bureau du responsable, mais vous êtes obligé de discuter avec vos équipes pour pouvoir aboutir à ce résultat-là. Alors, comment procéder pour avoir ces objectifs qui résultent? La première des choses que vous devez faire pour pouvoir arriver aux objectifs qui ressortent, c'est d'abandonner le management command and control. En fait, c'est en anglais ça, c'est le style directif. Et donc, le management directif ne s'accommode absolument pas avec la technique des OKR. C'est d'une incompatibilité totale. C'est un modèle de management qui ne s'arrime pas du tout avec les OKR. Le deuxième élément que vous devez savoir, c'est que vous devez distinguer tout à l'heure, comme je l'ai dit, les OKR des objectifs SMART ou encore des KPI, des indicateurs de réalisation. Vous les distinguez parce qu'ils ont une certaine manière d'être formulés par rapport aux objectifs et SMART. Voilà les 3 éléments que vous devez avoir. Alors, pour pouvoir adopter la technique de OKR, vous devez également savoir comment est-ce que vous les fixez. La première des choses pour pouvoir les fixer, c'est savoir comment est-ce que vous les dosez et avoir l'adhésion de votre équipe. Ce que nous devons comprendre, c'est que pour doser les OKR, ce sont souvent des objectifs très ambitieux. Si vous avez un OKR que vous atteignez à 100% à la fin du trimestre ou bien à la fin de l'année, sachez que ce n'est pas un OKR. Un OKR bien défini s'atteint normalement à 70%, pas au-delà. Si vous atteignez cela, vous n'avez pas en fait mis en place des OKR. Et je l'ai dit tantôt également, pas plus de 2 objectifs. Si vous voulez aller maximum, c'est 3. Et à chacun de ces objectifs OKR, vous devez associer également 2
à 5 résultats tout au plus. N'en mettez pas de trop parce qu'à un moment donné, vous ne serez pas en mesure de pouvoir les réaliser. En second lieu, pour pouvoir faire adopter les OKR, vous devez mener correctement la phase collaborative de création des OKR. Il faudrait que ça soit vraiment itératif, très itératif entre les équipes. Ça ne doit pas se faire quelque part dans le bureau du responsable, mais ça doit se faire avec toute l'équipe. Ce sont les bonnes pratiques que nous devons mettre en place pour la gestion de ces OKR et ensuite gérer significativement et correctement les résultats qui y sont associés. Voilà un peu la situation qui est liée à l'utilisation des OKR. Je ne suis pas allé en profondeur parce que si nous devons y aller et voir comment est-ce qu'on le fait totalement, nous n'allons pas finir ce soir. C'est assez développé, raison pour laquelle je n'ai pas voulu aller dans ce sens-là. Voilà, donc je vais revenir très rapidement au leadership collaboratif. Donc, nous avions dit tout à l'heure que adopter le leadership, le modèle de leadership collaboratif permet en fait d'optimiser les résultats d'une organisation ou soit d'optimiser les résultats d'un groupe ou encore d'améliorer la compétitivité au-delà à travers ce que j'ai dit. Et j'ai dit également que ça assure le bien-être des membres. Et toutefois, ce que nous devons comprendre, c'est que cela n'est pas possible. Et cela n'est pas possible s'il n'y a pas une performance collective. En d'autres termes, le leadership collaboratif n'est possible que par la performance collaborative et collective plutôt, qui se traduit totalement par le travail en équipe. C'est-à-dire que quoi? Le leadership collaboratif et le travail en équipe sont en réalité un binôme qui conduit à maximiser la performance des équipes et des organisations. Vous ne pouvez pas le faire, vous ne pouvez pas dire que vous êtes en train d'implémenter un travail collaboratif en ignorant le travail en équipe. Alors, qu'est-ce que c'est que fondamentalement le travail en équipe? Le travail en équipe, c'est juste la capacité pour un groupe d'individus de pouvoir collaborer sur un certain nombre de sujets, un certain nombre d'activités, un certain nombre de projets et atteindre les objectifs de manière efficace. Et ces objectifs-là sont atteints de façon collective. Et donc, cette méthode de travail, en fait, améliore énormément la communication. Elle améliore beaucoup la coordination et la productivité, en fait, entre les équipes qui travaillent ensemble. Donc, pour y parvenir, vous devez être en mesure, vous devez être en mesure d'organiser efficacement les équipes pour être efficace dans le travail en équipe. Pour ma part, je pense que c'est un atout de taille qui a des répercussions énormes au sein d'un environnement de travail. Un environnement où le travail en équipe est bien fait, est bien organisé, il y a vraiment de la convivialité, il y a du partage, il y a du sentiment d'appartenance, il y a tout ce que j'ai cité en ce qui concerne le travail collaboratif. Ce que je voudrais ajouter ici, je voudrais parler des avantages qu'on tire quand on adopte le travail en équipe. Le premier avantage quand on adopte le travail en équipe, c'est que ça permet aux équipes de communiquer efficacement. En quoi est-ce que cela permet aux équipes de communiquer efficacement? En fait, la communication, elle est fondamentale dans un environnement de travail agréable. Et donc, pour arriver à bien communiquer et créer une certaine forme de synergie entre les équipes, il faudrait qu'on arrive à organiser des activités de cohésion d'équipe. Généralement, dans nos communautés chrétiennes, on absout généralement cette dynamique d'activité de cohésion d'équipe. C'est fondamental. J'ai eu quand même la grâce de vivre cela avec les jeunes du groupe de Hiyanawe, notamment les frères Parfaits et autres là. Ça permet de créer une équipe véritablement. À titre d'exemple, vous pouvez commencer avec de petites réunions, comme j'ai dit tout à l'heure. Et quand vous avez de ces genres de réunions, apprenez à briser la glace. Il y a le frère Parfait qui est tellement doué dans ce domaine-là. Il sait vraiment briser la glace au moment de commencer les réunions. Et au-delà de ça, vous pouvez également créer des journées spéciales où vous allez vous retrouver de temps en temps pour pouvoir discuter de tout et de rien. Et ce sont des formes également de team building que vous mettez en place. Et par ailleurs,
quand vous avez aussi des difficultés à résoudre certaines tâches, n'hésitez pas à le partager avec un collègue à côté en toute transparence. Et donc, en conjuguant les efforts là, vous parvenez à mettre en place ce qu'on peut appeler une communication efficace et une communication efficace qui compacte l'équipe et une communication efficace qui finalement permet au groupe de bien échanger, de bien partager et de trouver des solutions. En bref, la capacité à bien communiquer permet de mettre en place un travail d'équipe de qualité. Et c'est très efficace également dans les télétravails. Le deuxième avantage, c'est que le travail d'équipe rend les sessions de brainstorming plus constructives. Ça rend vraiment les sessions de brainstorming plus constructives. En fait, les brainstorming, c'est quoi? C'est des moments où un certain nombre de personnes se retrouvent ensemble pour discuter, apporter des idées sur un sujet particulier. Et à l'issue de cet exercice, on finit par trouver un certain nombre d'idées, un certain nombre de solutions aux problèmes que nous n'avons pas. Et donc, pour pouvoir arriver à avoir des brainstorming qui sont constructifs, le travail en équipe va permettre à ceux qui sont généralement introvertis ou bien certaines personnes qui ont des petits complexes à pouvoir s'extérioriser, à pouvoir devenir à l'aise dans l'équipe. Et donc, il revient au manager que vous êtes de pouvoir instaurer une relation de confiance avec chacun de vos collaborateurs, avec chacun de vos équipiers. Et ce travail doit se faire très régulièrement à travers, par exemple, au-delà des réunions dont j'ai parlé tout à l'heure, vous pouvez avoir aussi des entretiens individuels avec les uns et les autres. Il se fait que malheureusement, dans nos communautés chrétiennes, on ne prend pas le temps de pouvoir discuter en B2B avec nos collaborateurs. On ne prend pas le temps de pouvoir discuter en B2B avec certains frères. C'est important de savoir comment est-ce que mon frère est en train de vivre, comment est-ce que mon frère est en train de vivre telle situation, comment il se porte, etc. Tu apprends de lui, tu connais mieux ses difficultés et ça installe aussi un climat de confiance. Je veux donner un exemple très simple qui ici illustre un peu le brainstorming qui est constructif. S'il y a le responsable de communication de YPS sur la plateforme qui m'excuse parce que bon, c'est lui, cette responsabilité, ce poste-là qui m'est venu à l'esprit ce soir et que je vais utiliser. On suppose que et il y a que le responsable de communication a on lui a signé tout à l'heure ou bien on lui a demandé de mettre en place une nouvelle page d'accueil ou bien de mettre à jour la page d'accueil de la plateforme web du Forum des jeunes. Et bon, plutôt que d'aller s'enfermer tout seul dans son bureau et commencer par réfléchir ce qui va le retarder dans son travail, il suffit tout simplement de mettre ensemble ses équipes et partager en fait la vision, le projet avec eux. Et maintenant, il peut avoir deux, trois idées, plusieurs idées, et de ces idées-là, il va recueillir deux ou trois meilleures à partir desquelles il va commencer par mettre en place cette plateforme. Ce qui veut dire que, en fait, le travail en équipe, à travers ces brainstorming-là qui se font, crée ce qu'on appelle, ou bien plutôt booste l'innovation et apporte de la créativité dans l'équipe et permet de réaliser des projets extraordinaires, des projets efficaces. Le troisième avantage, c'est que le travail en équipe encourage la poursuite d'un objectif commun. Vous voyez, un objectif commun donne du sens vraiment au travail que vous faites. C'est-à-dire quoi? Il est fondamental que, comme je l'ai dit, dans le leadership collaboratif, que l'équipe comprenne vraiment la vision, comprenne les objectifs, comprenne les responsabilités, comprenne les tâches et qui concourent à l'atteinte de ce projet. Donc, pour réussir cela, il faut le travail en équipe. Et pour pouvoir le faire, il faudrait que le responsable que vous êtes puisse rédiger ce qu'on appelle les business cases. Les business cases, c'est juste un petit document qui précise la valeur d'un projet, qui précise la valeur d'une initiative, qui montre à chacun des membres comment est-ce qu'on souhaite, on comprend le projet, comment est-ce qu'on souhaite le réaliser. Pour la petite histoire, quand nous travaillons ensemble avec le frère Parfait dans le cadre euh, de, de la gestion des jeunes au niveau de Hidranawe, quand nous avons eu ce genre d'activité, nous pondons généralement ces business cases dans ce petit document et parfois même nous y mettons en même temps les commissions qui doivent y travailler. Et après que nous avons fait ce document, nous organisons
une petite réunion pour communiquer avec les équipes sur nos attentes et recueillir leur avis, structurer les responsabilités des uns et des autres. Et donc, ça permet, là, cette réunion initiale, après avoir élaboré le business case, permet à chaque équipe de comprendre, en fait, le projet, de comprendre également les livrables qui sont attendus d'eux. Et donc, de pouvoir s'organiser de la meilleure manière à leur niveau pour pouvoir atteindre les objectifs. Il est vrai que le business case est là, la réunion initiale est là, mais n'oubliez pas aussi que dans un travail en équipe, pour poursuivre un objectif commun, il est important d'élaborer tout ce qu'on peut appeler les petites réunions de suivi. Hein, il faut les convoquer de temps en temps et pour pouvoir voir si nous sommes en train d'avoir des victoires d'étape. Et donc, à la fin maintenant du projet, on peut faire ce qu'on appelle une réunion post-mortem, c'est-à-dire que le projet est fini, on fait une réunion post-mortem pour évaluer les objectifs, voir si les objectifs sont atteints et surtout célébrer ces victoires-là. Nous manquons de célébrer les victoires. Or, c'est en célébrant les petites victoires qu'on parvient à célébrer un jour les plus grandes. Le travail équipe également développe notre aptitude à résoudre des problèmes. Je ne vais pas revenir là-dessus. Je l'ai dit tantôt, à force de partager, vous recevez des solutions des uns et des autres pour pouvoir résoudre des problèmes, trouver des solutions aux différents problèmes que vous avez. Je veux juste prendre l'exemple encore du responsable de communication hein, qui se rend compte que les travaux qui lui ont été confiés pour la mise en place de la page d'accueil hein, contient, pendant qu'ils sont en train de travailler, il y a eu des images de qualité qui sont moyennes et qui ont été ajoutées, qui sont moyennes, qui ont été ajoutées par ces équipes qui sont moyennes. Alors, on comprend donc que cela va retarder la livraison cela va retarder la livraison de cette page d'accueil-là. Qu'est-ce qu'il fait? Faudrait-il qu'il reste seul dans son bureau et qu'il commence par cogiter ou bien commence à rechercher de nouvelles images pour pouvoir alimenter la page d'accueil, refaire la page d'accueil? Non, très rapidement, il convoque toute son équipe pour une séance de brainstorming. Et pendant ce temps, il y a peut-être qu'on n'a pas besoin de changer ces images-là. Il y a peut-être qu'on a besoin juste de retraiter ces images-là pour leur donner plus d'écran ou peut-être que les images ont été mal positionnées. C'est pourquoi l'ergonomie de la page n'est pas appropriée. Il y a plusieurs choses qui peuvent ressortir très rapidement de cette réunion et en un clin d'œil, ils ont déjà résolu le problème et puis la page d'accueil, elle est fiable et à être utilisée. Il y a également que le travail d'équipe instaure beaucoup de confiance. Hein. En fait, la confiance se gagne par tout ce que j'ai dit tout à l'heure plus haut, tout ce que j'ai dit tout à l'heure plus haut, et je conseille surtout de prendre le temps d'échanger avec les équipes sur d'autres sujets que le travail. Hein. Tout le temps, ce n'est pas le travail, il faut discuter avec les équipes sur d'autres sujets. Et c'est ça même qui crée une relation de confiance. Quand vous cherchez à connaître davantage sur votre frère, connaître davantage sur lui, vous créez en fait une connexion dans le travail d'équipe que vous avez. En fait, arriver à connaître l'unicité d'une personne, ça dit l'unité. Comment ça s'appelle? L'unité, ça dit l'unité, la singularité d'une personne. C'est un excellent moyen d'instaurer un sentiment de confiance. J'ai eu par la grâce de Dieu de travailler un peu avec le frère parfait. Avec le temps, c'est un personnage que j'ai connu, que je connais très bien, que je comprends. Donc, ce sont des éléments qui créent un sentiment de confiance entre deux personnes, qui créent un sentiment de confiance entre les équipes et qui permet également d'avoir un travail d'équipe très stable. L'élément qui suit, c'est et ça permet de renforcer la culture d'entreprise. La culture d'entreprise, c'est quoi? Ce sont les méthodes qui existent dans l'entreprise, les manières de faire qui existent dans l'entreprise ou bien dans le groupe. Et donc, à force d'avoir des réunions régulières, à force d'avoir un certain nombre de pratiques dans votre équipe, ça devient finalement une culture d'entreprise. Et quand une autre personne intègre votre équipe, elle ne peut pas se dissocier de votre façon de faire, de votre façon d'opérer et de votre façon de réagir. Elle s'accommode très rapidement, elle rentre dans la culture et ça devient en fait votre image de marque. Il y a également un autre avantage, c'est que le travail d'équipe vous rend plus efficace. Étant donné que vous avez une meilleure connaissance de vos équipes, un travail d'équipe vous permet d'affecter les responsabilités et les tâches selon les capacités des uns et des autres.
Et cela vous permet également de trouver le fil conducteur approprié pour pouvoir atteindre vos objectifs. Si vous n'avez pas la capacité de connaître vos équipes, vous ne pouvez pas avoir un travail d'équipe efficace. Parce que c'est parce que je connais le frère Ézéchiel comme étant cette personne-là qui est capable de conduire une équipe, qui est capable de conduire tel projet, que je vais lui confier tel type de projet pour qu'il puisse le réaliser. C'est parce que je connais, je sais qu'il y a X ou Y personnes dans mon équipe qui peut venir en appui à Z, que je vais essayer de redimensionner le travail et de permettre à ce que le travail soit efficace et qu'on puisse le délivrer. Je veux toujours prendre l'exemple de ce responsable de communication de YPF à qui on vient d'affecter très rapidement un nouveau projet. Et par exemple, le forum que vous êtes en train d'organiser, vous avez organisé, on lui a affecté le projet à un moment donné de réaliser une communication agressive pour pouvoir mobiliser au maximum les participants. Il se fait que dans son équipe, il y a peut-être le frère Ézéchiel qui est spécialiste du domaine. Et bon, d'un autre côté, il n'a que 2 ou 3 jours pour pouvoir atteindre cet objectif. Qu'est-ce qu'il fait? Il sait que, bon, plutôt que de confier cette tâche-là uniquement à Ézéchiel, très rapidement, connaissant les capacités des uns et des autres, la capacité à d'autres personnes de pouvoir écrire les tests ou bien la capacité à d'autres personnes de pouvoir corriger les fautes, très rapidement, il répartit les tâches et les responsabilités à ces personnes qui sont capables d'apporter un appui à la réalisation de ce projet, ce qui permet maintenant au frère Ézéchiel, qui est le spécialiste du domaine dans l'équipe, de pouvoir se recentrer sur ce qui est le plus important, le plus important. Et quand on lui aura envoyé tout ce qui est satellitaire, il pourra maintenant réaliser un travail dans le timing qui est demandé. Donc, c'est en fait des moyens qui permettent donc de pouvoir travailler. Au-delà de ça également, on est beaucoup plus efficace. Le communicant précédent qui est passé, il a essayé de donner un certain nombre d'outils à travers lesquels on peut également travailler en équipe. Hein, ces outils-là qui permettent de visualiser clairement les objectifs poursuivis, de faire les liens entre les activités. Il a cité Miro que moi, personnellement, j'utilise beaucoup. Et vous allez voir, il y a plusieurs personnes qui se trouvent dessus, ils sont en train de travailler en même temps. C'est extraordinaire. On l'utilise très régulièrement dans la gestion des projets et autres là. Et donc, il faut comprendre que le travail équipe permet de nous rendre beaucoup plus efficaces dans nos activités. Et l'autre objectif, l'autre avantage encore, c'est que le travail d'équipe accroît l'implication des employés. Je prends toujours l'exemple de notre cher ami, le responsable de communication de YPF. Bon, ce dernier, avec son équipe, a certainement travaillé sans relâche sur la page web dont je suis en train de parler, la page d'accueil dont je suis en train de parler. Mais malheureusement, à la veille, à 17h, notamment à la veille du lancement de cette page-là, on se rend compte qu'il y a des bugs qui sont intervenus. Vous imaginez un peu l'état d'esprit dans lequel l'équipe peut se trouver en ce moment et comment est-ce que ça peut affecter l'équipe. Bon, qu'est-ce que le responsable de communication peut faire dans ce cas d'espèce quand il s'agit de travail d'équipe? Est-ce qu'il vient et puis, bon, très rapidement, il dit, OK, il veut que tout le monde se mette à l'œuvre pour pouvoir corriger ces bugs-là parce que le lendemain matin, il faudrait que nous puissions aller vers le lancement. Non, il ne peut pas le faire. Un bon responsable de communication, bien un bon manager collaboratif, la première des choses qu'il fait, c'est que quoi? Il essaie d'arrêter tout. Il demande à tout le monde, par exemple, d'arrêter tout ce qu'on est en train de faire. Et puis bon, ça, je l'ai appris dans une institution où je suis passé. Hein. On a eu de ces genres de situations où c'était vraiment chaotique. Et on vous demande tout simplement d'arrêter tout ce que vous faites. Et puis on se retrouve très rapidement au coin café où tout le monde a sa tasse de café, on est en train de causer. Et subtilement, vous allez voir que le leader de l'équipe, il fait rentrer le sujet dans votre discussion et vous allez voir que pendant qu'on est en train de discuter de tout, de rien, que le sujet est rentré dedans, les gens sont en train de réfléchir en fait pour trouver des solutions à ce bug-là, comment est-ce qu'ils doivent réaliser ce bug-là. Et vous voyez que pendant ce temps, ce laps de temps où on a coupé tout pour simplement aller discuter, se rafraîchir, la mémoire se régénérer et autres là, on a trouvé un certain nombre de solutions par rapport aux bugs qu'on a connus. Et très rapidement, le leader relance et pour dire
Bon, je crois que à travers les discussions que nous avons eues tout à l'heure, nous avons trouvé des solutions. Mais faut-il dormir là-dessus? Je pense que nous allons très rapidement nous relancer sur ce truc-là. Et je crois qu'avec l'énergie que nous venons d'avoir en prenant ce bon café, nous pouvons relancer cette dynamique-là et sortir la page web. Et vous allez voir que tout le monde, eh, dans cette sphère-là, il a automatiquement redonné de l'intérêt aux équipes pour ce projet. Il a régénéré l'énergie de ces équipes. Il a amené les états d'esprit à conjuguer, à émerger vers ce projet et à se donner, à faire un sacrifice pour le réaliser. C'est en cela que vous allez voir que cette nuit-là, les gens vont rester là jusqu'à 2 heures, 3 heures du matin sans pour autant ressentir le poids de ce sacrifice-là qu'ils sont en train de faire. Donc, voilà, c'est encore les avantages du travail en équipe qui nous permettent d'accroître l'implication des employés. L'autre avantage encore qu'on peut citer, c'est que le travail en équipe est un facteur de motivation pour toutes les équipes. En général, quand on est appelé à contribuer à une œuvre pour obtenir les meilleurs résultats possibles, on doit obligatoirement passer par le travail en équipe. Et donc, un travail pour lequel les gens fournissent de façon volontaire des efforts, un travail pour lequel les gens fournissent de façon volontaire de l'énergie, vous allez forcément aboutir à un résultat beaucoup plus efficace. Vous allez avoir beaucoup de performance. Alors, si chacun des membres de votre équipe est brillant, ce qui veut dire que c'est tout le groupe qui devient automatiquement brillant, efficace. Et donc, il est important de comprendre que le travail d'équipe accroît la motivation, un facteur de motivation et de performance pour les équipes. L'avant-dernier des avantages que je vais citer, c'est celui de ce que ça développe la force individuelle de chacun. Vous voyez, j'ai parlé dans le travail collaboratif, j'ai parlé du partage et de l'échange. Quand vous êtes dans une corporation, vous êtes dans une équipe et que vous partagez très régulièrement, vous allez voir que toute l'équipe est capacitée. Je prends le cas d'une équipe dans laquelle vous retrouvez les IT, d'une équipe dans laquelle vous retrouvez différents corps de métier. Supposez que nous avons dans notre équipe le frère qui est passé, le communicant qui est passé tout à l'heure là et qui a parlé de ces différents outils. Dans le fait de partager avec ces personnes-là vous amène à avoir beaucoup de connaissances dans ce domaine, sans pour autant aller payer forcément cette formation-là quelque part et arriver à ce niveau-là. Donc, on apprend les uns des autres dans un travail en équipe parce qu'on apprend à partager, on apprend à échanger sur un certain nombre de sujets. Et le dernier avantage, quand vous mettez en place un travail en équipe pour aller vers un leadership collaboratif, c'est que ça renforce votre capacité à prendre des décisions. Souvent, nous ne le percevons pas, mais ça accroît vraiment notre capacité à prendre des décisions. En quoi cela intervient-il? À force d'échanger avec les gens, à force de partager en équipe, vous êtes capacité. Vous êtes capacité par rapport à quoi? À trouver des solutions à différents types de problèmes. Si vous êtes cantonné dans votre domaine seul, vous travaillez de façon isolée dans votre domaine, vous ne serez qu'en mesure de régler des problèmes qui concernent votre domaine. Par contre, si vous êtes dans un travail en équipe et que, à force de partager, à force d'échanger, vous arrivez, vous parvenez à régler plusieurs types de problèmes, des problèmes de différents domaines, sans vous en rendre compte, vous vous capacitez, vous devenez meilleur et cela vous amène à pouvoir prendre des décisions. Parce que pour prendre une décision, ce n'est pas résoudre un problème, mais c'est résoudre plusieurs problèmes. Celui qui prend une décision doit être capable d'avoir une vision 360 degrés sur un certain nombre de choses afin de prendre une décision qui paraît la plus juste possible. Et donc, plus vous échangez avec les gens, plus vous êtes capacité à pouvoir trouver des solutions à plusieurs problèmes à la fois parce que vous les avez expérimentés et donc ça accroît votre capacité également à prendre des décisions parce que vous avez une vision 360 degrés. Je crois que dans tout ce que nous avons expliqué ce soir, l'élément fondamental qui se trouve au milieu du travail en équipe, c'est la communication et le partage. C'est l'élément central. Tant que nous refusons de communiquer les uns avec les autres ou que nous refusons de discuter avec les uns avec les autres, nous refusons d'échanger les uns avec les autres, nous refusons de partager les uns avec les autres, nous refusons d'avoir un esprit d'écoute, un esprit d'ouverture vis-à-vis des autres, un esprit de transparence, un esprit de collaboration avec les autres, il faudrait qu'on comprenne que le travail en équipe va échouer. Et parce que le travail en équipe a échoué, le leadership collaboratif que nous espérons tant implémenter, vers lequel nous espérons transiter, ne pourra pas tenir. Donc, en conclusion,
Nous retenons fondamentalement ce soir que le leadership collaboratif, est, au vu du temps que nous connaissons aujourd'hui, au vu des schémas qui se sont dessinés et qui se dessinent encore aujourd'hui, au vu des méthodes de travail que nous avons aujourd'hui, notamment des méthodes de travail qui ont été implémentées ou bien qui ont été forcées par la pandémie de la COVID-19, le leadership collaboratif s'impose à nous à travers tous ces différents paradigmes. Mais en même temps, pour pouvoir aller vers ce leadership collaboratif, nous devons instantanément, plutôt, oui, instantanément, nous associer au travail en équipe. Sinon, l'un ne peut vivre sans l'autre. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, grand frère, euh, par ma voix. Les amis vous disent un grand merci. Pour preuve, il y a un commentaire qui dit le niveau de ce sommet est très élevé. Je pense que le grand frère a énormément contribué par sa brillante présentation à élever le niveau de ce sommet. Et je dirais que nous venons de suivre une véritable masterclass et que le Seigneur bénisse abondamment le grand frère. Il y a quelques questions, quelques petites questions qui sont dans le chat et je vais encourager les autres à laisser rapidement des questions. Il y a une première question sur la durée maximum des petites réunions, les courtes réunions. Donc, dans la présentation du grand frère, il a fait mention de courtes réunions. Et donc, le frère Paul voudrait savoir le temps maximum affecté à ces petites réunions. Il y a une autre question sur ce que c'est que les OKR. Ben, je pense que le grand frère, la question est venue après le grand frère est revenu sur le sujet. Et je pense que le participant a mieux compris, a mieux saisi le sens. Maintenant, il y a le frère Agbagla qui voudrait savoir pourquoi est-ce que les OKR ne peuvent pas être atteints à 100% à la fin d'une année. Plus d'éclaircissement. Voilà la deuxième question. Je vais aller un peu plus en bas pour voir s'il y a une troisième question. S'il y a une troisième question. Il n'y a pas de questions dans le chat, mais moi aussi, je vais poser deux petites questions. Deux petites questions. La première question, c'est que j'ai fait un constat. Euh, D'habitude, nous sommes le reflet de ce que nous avons subi. Et l'homme a tendance à répliquer ce qu'il a subi. Dans ce sens, par l'éducation que nous avons reçue ou par la façon dont nos chefs ou même nos pasteurs à l'église nous ont gérés, euh, nous pouvons avoir cette tendance à appliquer le style directif du leadership. Je voudrais demander ou voir avec vous comment est-ce que quelqu'un qui a eu à vivre dans cet environnement et a fini par adopter ce style tout naturellement, comment est-ce qu'il peut shifter vers le style collaboratif dont vous avez parlé ce soir? Ça, c'est la première question. La deuxième question, est-ce que c'est possible d'appliquer le style collaboratif à toutes les équipes? Parce que je sais que c'est les membres qui définissent une équipe, mais vous pouvez être en présence des équipes où peut-être ce style n'est pas adapté. Je ne sais pas si c'est possible. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous voyez que, si possible, le style collaboratif n'est pas adapté à une équipe, qu'est-ce qu'il faut faire pour cette équipe-là? Voilà les deux questions que je voudrais poser. Merci beaucoup, grand frère. Vous avez la parole.
Ok, merci beaucoup, frère. Parfait. Et il y a un frère qui a posé la question de savoir quelle est la durée des réunions courtes. Oui, la durée des réunions, c'est entre 15 et 30 minutes. 30 minutes tout au plus, 15 et 30 minutes. L'essentiel pour ces réunions, ce n'est pas de s'étendre à beaucoup parler, mais c'est d'aller vers l'essentiel. L'essentiel, c'est-à-dire aller vers ce qui doit être dit et ce qui doit être fait et très rapidement. Plus vous avez des réunions qui sont longues, plus ces réunions deviennent distrayantes et ennuyantes. Et quand ça devient très ennuyant, les gens ne s'y intéressent plus. Et quand vous appelez encore à ces genres de réunions, les gens ne viennent pas. Mais quand elles sont courtes et que les gens savent qu'ils doivent prendre l'essentiel et que ce qui doit être dit est dit très rapidement, vous constaterez que quand vous convoquez ces genres de réunions, tout le monde est présent. Pour la petite histoire, moi, je l'adopte très régulièrement et quand nous la convoquons, même à 21 heures, les gens sont souvent présents parce qu'ils savent que vous irez à l'essentiel et ce qui doit être dit sera dit. Maintenant, il y a un frère qui a posé la question de savoir qu'est-ce que c'est que les OKR. Bon, les OKR en eux-mêmes sont définis étymologiquement comme étant des objectifs key results, ce qui veut dire les objectifs et des résultats clés. Ici, en fait, c'est une méthode de management des objectifs dans le style collaboratif. Et donc, c'est une méthodologie qui a été mise en place à un moment donné pour pouvoir avoir de l'agilité. C'est-à-dire quoi? Avant, les objectifs qui étaient fixés étaient des objectifs, soit des objectifs globaux, et puis après, nous avons des objectifs spécifiques qui sont généralement SMART. Mais ces objectifs-là sont, et dans le temps, sont statiques. C'est posté, et à la fin de l'année, on évalue pour voir si vous les avez atteints. Les OKR ne fonctionnent pas de cette façon. Les OKR sont plutôt des objectifs modulables. Vous les fixez pas pour le trimestre, pour le département et seulement pour le trimestre. Et maintenant, au fur et à mesure que vous êtes en train de mettre les activités pour atteindre ce objectif-là du trimestre, souvent ce sont des réunions de chaque 2 semaines ou tout au plus un mois, quand vous vous rendez compte que ces objectifs-là ne sont pas vraiment atteignables ou bien les activités que vous êtes en train de mettre en œuvre ne vous permettent pas d'atteindre ces objectifs-là, très, très rapidement, vous pouvez les moduler. Et donc, en fait, les OKR sont des objectifs modulables. C'est fondamentalement ça. Et donc, ce sont des objectifs, comme c'est modulable, ça apporte de l'agilité dans le groupe, ça apporte de la dynamisme et de la dynamique également dans le groupe. Ça crée automatiquement de l'engagement et ça donne une meilleure visibilité au projet qu'on est en train de gérer. Et ça permet également aux équipes d'avoir beaucoup d'autonomie dans l'organisation de leurs tâches, surtout pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Aussi, ce sont des objectifs qui permettent, en fait, ce sont des méthodes de travail qui permettent, des méthodes de travail dans le leadership collaboratif qui permettent de suivre les résultats et de les ajuster très rapidement par rapport à la stratégie d'exécution qu'on a retenue. Et donc, ce n'est pas statique, c'est très permanent, c'est changeable, c'est modulable très rapidement. Il suffit juste de tenir très rapidement, régulièrement des réunions à ce sujet et de voir si les activités que nous sommes en train de mettre en place permettent d'atteindre ces objectifs. Et si ce n'est pas le cas, de voir s'il faut moduler les activités ou bien c'est plutôt les objectifs qui doivent être modulés. Ils ne sont pas statiques. Mais est-il que ces objectifs OKR-là qui sont fixés dans les départements d'un groupe viennent ou bien concourent à la réalisation des objectifs globaux qui ont été assignés par la direction exécutive. En d'autres termes, si je prends ici le YPF, le Forum des jeunes professionnels, il y a que la direction exécutive peut envoyer ou bien définir des objectifs stratégiques, des objectifs spécifiques annuels. Et donc, comme je l'ai dit dans ma présentation, chaque département, qu'il s'agit du département communication et autres là, vont maintenant travailler de façon itérative en équipe pour définir les objectifs propres à eux ainsi que les résultats qui permettent d'atteindre ces objectifs-là. Et la troisième question, on dit pourquoi est-ce que les OKR ne peuvent pas être atteints à 70%? Ça, c'est une question pertinente. En fait, pourquoi les objectifs et les OKR ne peuvent pas être atteints à 70%? D'abord, les objectifs et les résultats qui sont définis dans les OKR se déterminent sur une période maximale
d'un trimestre. C'est ce que nous devons comprendre. Ensuite, ils sont également retravaillés tout le long de l'année et ils sont fixés dans des proportions. J'avais dit qu'ils sont fixés 1 à 3 objectifs tout au plus et pour les résultats, ils sont fixés de 2 à 5. 2 à 5 résultats par objectif. Mais ce que nous devons comprendre fondamentalement sur ces objectifs et ces résultats, c'est que ce sont des objectifs et des résultats qui sont suffisamment ambitieux. C'est la particularité des OKR. Ils sont suffisamment ambitieux. Alors, un objectif qui est suffisamment ambitieux, c'est pour dépasser en fait nos capacités. Et donc, si l'objectif il est fixé pour dépasser nos capacités, c'est que nous ne pouvons pas en réalité l'atteindre à 100%. Et donc, les organismes qui ont travaillé sur les OKR ont défini cette fourchette de 70% comme étant la fourchette maximale d'atteinte d'un OKR. Quand vous l'atteignez à 100%, on considère que ce n'est pas un OKR, c'est un objectif élémentaire. Mais cependant, il faut comprendre une chose, c'est que nous devons apprendre aussi à doser l'ambition. Car, quoique une équipe vise des résultats très élevés, si l'ambition que nous nous fixons n'est pas réalisable, n'est pas atteignable, ça finit en fait par démotiver les équipes. Et quand l'équipe est démotivée, c'est que vous allez tuer la dynamique du groupe. Et quand vous tuez la dynamique du groupe, c'est que vous avez tué le projet également que vous êtes en train de mettre en œuvre. La quatrième question, elle a été posée par le frère Parfait qui a relevé le fait que nous sommes le reflet de ce que nous avons subi. Et en fonction de cela, il arrive que certaines personnes aient beaucoup plus d'appétence vers le leadership directif ou tout autre leadership. Et il a demandé à savoir comment est-ce que nous pouvons donc shifter vers ce leadership-là. La question, elle est pertinente en ce sens que il ressort d'abord un premier élément, nous sommes le reflet de ce que nous avons été. Mais je crois que nous avons été pécheurs. Dans un premier temps, nous avons été pécheurs et nous avons été pécheurs et Jésus-Christ a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. Et quand nous avons été sauvés, nous avons shifté de la porte de l'enfer vers la porte du paradis. Ce qui veut dire que nous devons être capables de nous connaître dans un premier temps. Le pécheur, il se connaît également. Il connaît qu'il est pécheur avant de confesser et a fait le choix d'aller à l'autre bord. De la même façon, nous devons arriver à nous connaître. Si le leadership qui n'arrive pas à se connaître, le leader qui n'arrive pas à se connaître ne pourra pas non plus shifter vers le leadership collaboratif. Si vous arrivez à connaître vos capacités, à connaître vos tares, à connaître vos difficultés, vous comprendrez, vous pourrez maintenant définir les étapes qui vous permettent d'aller vers ce leadership-là. Je prends un exemple, celui qui est très, très introverti, il y est difficile d'aller vers le leadership collaboratif. Il se peut que son vécu l'a amené à être introverti. Alors, parce qu'il s'y connaît, il fait un travail sur sa personne et le travail qu'il fait sur sa personne lui permet maintenant de pouvoir aller vers une personne qui est un peu extravertie, qui a la capacité maintenant de pouvoir collaborer avec les équipes, de pouvoir discuter avec les autres, de pouvoir échanger avec les autres. Et donc, il revient maintenant de travailler sur sa capacité à communiquer avec les autres. Donc, ce que je voudrais dire par là, c'est que celui qui doit shifter vers le style collaboratif doit, dans un premier temps, faire l'état des lieux de sa personne aujourd'hui et ce qui concourt à ce qu'il adopte un style actuel, ou un style directif, ou un style visionnaire, autre là, il doit savoir qu'il doit essayer d'évaluer ces éléments-là. Maintenant, après avoir évalué, de trouver les moyens pour aller vers le style collaboratif. Et cela passe par ce checking-là, cette évaluation qu'il fait de sa personne. Et il a demandé à savoir si nous pouvons appliquer le style collaboratif à toutes sortes d'équipes. Cette question, elle est plutôt très pertinente. Et je réfléchis à la réponse que je vais lui donner. Et la réponse qui me vient à l'esprit, c'est quoi? C'est que
nous avons différents personnages que nous encadrons, nous avons différents personnages avec lesquels nous travaillons. Et il va de soi que toutes les personnes avec qui nous travaillons, nous ne pouvons pas adopter le même style de leadership avec eux. J'ai dit tout à l'heure que le leadership collaboratif associe plusieurs leaderships en soi. Pourquoi? Le leadership collaboratif nous permet de travailler sur le groupe et permet de travailler également sur l'individu. Ce qui veut dire que nous pouvons adopter le leadership collaboratif avec tout le groupe, mais nous devons prendre sur nous de travailler également avec des individus qui se trouvent dans le groupe et qui n'ont pas, en fait, la dynamique de ce groupe-là. En ce moment, nous devons adopter ce que nous appelons le leadership de coach. Le leadership de coach, c'est celui qui travaille sur les personnes de façon individuelle pour les amener à intégrer la dynamique du groupe. Tout naturellement, si vous travaillez sur une personne qui finalement n'arrive pas à intégrer la dynamique de votre groupe, bon, est-il que vous ne pouvez pas travailler avec cette même personne-là toute votre vie? Vous devez vous en séparer parce que vous devez jouer le rôle de l'arbitre. Vous devez avoir ce rôle d'arbitrage, ce rôle d'équilibrage-là au niveau de l'équipe. Et donc, s'il y a une personne que vous avez essayé au maximum d'amener vers ce leadership-là, d'amener vers cette dynamique collaborative, cette dynamique de travail d'équipe et qu'elle ne s'intègre pas, à un moment donné, tout naturellement, on s'en sépare tout simplement pour que la dynamique de groupe n'implose pas et que tout le projet ne tombe à l'eau. Je crois que j'ai pu répondre peut-être, je crois que vous avez peut-être trouvé satisfaction aux réponses que j'ai données. Oui, oui, grand frère, merci beaucoup. Je crois que les réponses nous ont assez éclairés. Il y a une dernière question qui est venue un peu plus tardivement. Oui, Le frère Essonina voudrait savoir comment est-ce qu'on prépare les réunions courtes. Et moi, je voudrais étendre en demandant si les réunions courtes sont forcément les stand-up meetings. Merci. d'accord. Comment est-ce qu'on prépare les réunions courtes? OK, merci. Les réunions courtes, elles peuvent se faire de différentes manières. C'est-à-dire que ce que je voudrais dire par là, les réunions courtes ne sont pas fondamentalement des réunions formelles. Elles peuvent être aussi des réunions informelles, ce qui veut dire qu'elles peuvent se tenir dans différents cadres. Une réunion courte peut être convoquée de façon formelle avec un ordre du jour et avec un certain nombre de timings et ce qui doit être discuté. De la même façon, une réunion courte peut être également convoquée à l'improviste pour pouvoir discuter d'un sujet. Et donc, on peut la préparer comme ne pas la préparer. S'il faut la préparer, tout naturellement, il y a lieu d'exposer avant que cette réunion ne soit convoquée ou bien au moment de convoquer cette réunion, il faudrait qu'on partage déjà avec l'équipe le but de cette réunion, les éléments qui doivent être discutés et l'objectif qu'on attend de cette réunion. Ça permet donc aux équipes de pouvoir se préparer individuellement sur le sujet avant que vous ne vous rencontrez. Et donc, quand on se rencontre, c'est beaucoup plus facile de recueillir très rapidement les idées et pour régler les problèmes s'il s'agit des problèmes ou bien avoir des solutions pour régler de ces genres de problèmes. Mais quand il s'agit de ces réunions qui sont convoquées de façon informelle ou bien à l'improviste, généralement, c'est au cours de cette réunion-là que la vision ou bien le but de la réunion est exposé. Et souvent, ce sont des réunions qui sont convoquées dans un cadre d'urgence. J'avais donné tout à l'heure l'exemple du responsable de communication qui a des bugs sur la page d'accueil et qui, pour pouvoir rendre le document le lendemain matin, avait besoin de convoquer une réunion. Maintenant, le format qu'il a adopté pour pouvoir régénérer l'énergie des uns des autres, intéresser les personnes également au projet, et tout dépend, c'est de créer un cadre convivial, de créer un élément qui constitue une brise-glace, créer une situation qui permet aux gens de discuter et après, insérer, comment appelle-t-on, le sujet, avoir les solutions aux problèmes. Et généralement, comme je l'ai dit, ce sont des trucs qui durent tout au plus 30 minutes et puis on a les solutions qu'on recherche. Donc, voilà un peu. Merci.
Ok, merci beaucoup, grand frère. Je vais inviter le président du forum à faire ses commentaires et à l'issue, nous allons clôturer la session et libérer le grand frère. Merci beaucoup, c'est parfait. Et je tiens à remercier le frère Frédéric pour son excellente communication. Ça, c'est vraiment une masterclass. Ce sont des communications pour lesquelles parfois il faut payer pour écouter ce genre de choses. Mais aujourd'hui, nous avons ce genre de communication de manière gratuite. Et c'est une grâce pour nous d'avoir ce niveau de communication. Que le Seigneur bénisse le frère Frédéric au nom de Jésus. Et ce qui serait très intéressant pour nous dans le forum des jeunes professionnels, tel que cela a été dit, c'est de partir d'un point A pour aller à un point B. Et il faut que vraiment ce que nous écoutons, aussi bien hier qu'aujourd'hui, ces communications puissent nous amener vraiment d'un point A à un point B. Et le point B, c'est celui de devenir un meilleur leader dans le forum des jeunes professionnels, un meilleur leader en tant que responsable d'unité, en tant que responsable de chapitre, en tant que chef de section du comité exécutif. Et comme cela a été dit, il faut pouvoir se connaître soi-même. Il faut pouvoir se connaître soi-même. Parce que, vous savez, ce que j'ai remarqué parfois lorsque un travail est confié, c'est que parfois nous manquons d'efficacité pour un certain nombre de choses. Parce que celui à qui le travail a été confié, il veut le faire seul, lui-même, alors qu'il a toute une équipe autour de lui et à la fin, le travail pèse sur lui. Il a l'impression qu'on lui a donné une charge trop élevée. Il n'a pas mis son équipe à contribution. Et vous voyez, à la fin, lui-même, l'équipe est frustrée, le responsable est frustré et tout cela crée beaucoup euh, de retard, beaucoup d'inefficacité dans le forum des jeunes professionnels. Mais nous avons pu avoir des outils ce soir pour nous aider à aller d'un point A à un point B. La réflexion que je tiens le plus souvent, c'est celle-ci. Et la- il- le pécheur qui tombe euh, dans une situation de tentation et qui pêche, pour moi, ce n'est pas ça la vraie gravité. La vraie gravité, c'est celle d'un pécheur qui est aveugle. Quand on est aveugle et qu'on ne connaît pas sa situation, son état de péché, on ne peut jamais en sortir. Et il faut que chacun de nous, en tant que leader dans le forum des jeunes professionnels, que nous puissions ouvrir les yeux, que nous puissions nous connaître nous-mêmes, faire un travail personnel et nous approprier les outils que le grand frère Frédéric nous a communiqués pour pouvoir aller de ce point A au point B. Et je suis pleinement convaincu que dans le forum des jeunes professionnels, nous y parviendrons au nom de Jésus. Ça va nous y aider. Et cette communication que nous avons reçue aujourd'hui ne sera pas en vain. Il ne faut pas que nous ayons perdu du temps au grand frère Frédéric pour rien. Il faut que c'est une heure de communication que nous avons reçue, que cela puisse nous aider. Mais avant ça, il faut que nous puissions nous connaître nous-mêmes et voir dans quelle mesure nous pouvons nous approprier et implémenter, faire la mise en pratique, faire les sites d'application. Et je crois que si nous faisons cela, et dans quelques mois, dans quelques années, nous aurons des leaders aguerris qui produiront eux-mêmes
d'autres leaders et, comme j'ai dit, l'objectif final, c'est de bâtir et d'équiper des jeunes professionnels qui vont produire un réveil global et dans leur lieu de travail, dans le monde professionnel. Et que le Seigneur bénisse le frère Frédéric, que le Seigneur le recharge abondamment et que le Seigneur le rende toujours disponible pour nous chaque fois que nous ferons appel à lui, donc pour cette communication. Merci infiniment, frère Frédéric. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Merci aussi à vous. Amen. Merci beaucoup au présent et merci au grand frère Frédéric. Toutes les fois où j'ai eu à me frotter à lui, j'apprends et j'apprends encore. Ce soir, comme les autres, nous avons énormément reçu et je pense que par la grâce de Dieu, nous irons et nous porterons des fruits au nom de Jésus. Donc, sur ce, nous remercions le grand frère et nous allons le libérer et ensuite clôturer la séance. Merci beaucoup, grand frère, et bye bye. Merci aussi à vous et bonne soirée, bonne continuité aussi. Merci beaucoup. Donc, chers amis,